Bienvenue à toutes et à tous pour la grande finale de la Coupe Lilloise de débat 2026. Depuis maintenant 6 ans, c'est le grand rendez-vous annuel de l'éloquence à Lille et dans le Nord, puisque cette compétition rassemble des orateurs, des oratrices venant d'établissements d'enseignement supérieur de tout le nord de la France. Ce soir, c'est la conclusion de cette compétition. Vous êtes près de 300 dans la salle. Merci beaucoup à vous et faites du bruit pour vous, le public. Pour cette grande finale, il nous faut un très grand jury, vous vous en doutez. Le président de jury de ce soir est président de la Fédération francophone de débat, formateur en art oratoire, historien du droit. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Hugo Roussel-Nérini. Tu peux sortir aussi. À ses côtés, le vainqueur des joutes verbales francophones 2025 au Togo et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, Monsieur Hubert Abalo. À ses côtés, avocate au barreau de Lille, membre du bureau de l'Union des jeunes avocats de Lille, Madame Clémence Van Duyn-Slager. Et enfin, vous le connaissez certainement, le dernier, humoriste comédien qui adore faire des Legos avec son patron, mesdames et messieurs, Monsieur Thomas Dezer. En tant qu'assesseur, ce soir, elle n'est pas sortie, mais Madame Axel Cordon. Alors, pour satisfaire ce très beau jury, il nous faut 2 très grandes équipes. Le gouvernement de ce soir sera représenté par une équipe fondée en 2024 sur le campus Pont-de-Bois de l'Université de Lille. Une première participation en 2025 qui n'avait été, on va dire, une première participation. Mais cette année, mesdames et messieurs, c'est la seule équipe invaincue en Coupe Lilloise. Mesdames et messieurs, le bruit des mots sous vos applaudissements. Pour défendre leurs couleurs, la première ministre du gouvernement fictif, Madame Alia Zerzour. En deuxième ministre, Madame Emma Gallard. Troisième ministre, Monsieur Éloi Boussuge. Et en secrétaire général, Monsieur André Nicolas Strackmann. Et mesdames et messieurs, face à ce gouvernement aussi bruyant qu'enthousiaste se dressera une opposition fictive de taille. Fondée en 2016, elle est l'une des 2 plus vieilles associations d'art oratoire de Lille.
Alors, il y a beaucoup d'informations à dire sur cette association, donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, attendez un peu avant d'applaudir. Depuis 2016, c'est une association qui s'est construite un véritable palmarès. 2020, vice-champion de France de débat. 2021, champion de France de débat et vice-champion de la Coupe Lilloise. 2023, vice-champion de France de débat. 2024, champion de la Coupe Lilloise. 2024 et en 2025, encore une fois, vice-champion de la Coupe Lilloise de débat. Et cette année, elle est en finale à la fois de la Coupe Lilloise et de la Coupe de France. Cette équipe représente la FSJPS de l'Université de Lille. Et son nom, vous le connaissez, c'est Révolte-toi Lille. En chef de l'opposition pour représenter leur couleur, coprésidente de l'association, Madame Lilou Gilbert Fita. En deuxième députée, Madame Fiona Guillot. En troisième députée, Madame Lise Marie Odonou. Et en secrétaire général, Monsieur Imidi Tarsil. Le sujet de ce soir est le suivant. Ce gouvernement supprimerait la fonction de président de la République. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués au débat, c'est un débat fictif, ce qui implique évidemment que les positions qui seront tenues ce soir ne sauraient représenter en aucun cas les positions réellement défendues par les orateurs et les oratrices. Et vous allez très vite comprendre le fonctionnement du débat, parce que Lille est une ville où le débat vit, et on peut le dire cette année au moins que Lille est la capitale du débat et de l'éloquence, parce que cette année, pour la première fois, la finale de la Coupe de France de débat se jouera entre deux équipes lilloises. Et ce ne sont pas n'importe quelles équipes, puisqu'il s'agit du bec et la plume de Sciences Po Lille que l'on peut applaudir. Et une autre équipe, Révolte-toi Lille, que vous connaissez déjà très bien. Comme quoi, mesdames et messieurs, faire partir d'une fédération régionale et faire la Coupe Lilloise, c'est pas des lieux d'intérêt. Voilà. Mesdames et messieurs, plus sérieusement, c'est toujours un bonheur pour la FFDN d'organiser ces compétitions, de voir le débat et l'éloquence vivre avec autant de ferveur dans cette très belle ville. Et on est très heureux, très heureuse avec toute la FFDN de vous accueillir ce soir, d'accueillir ce très beau jury, d'accueillir ces deux très belles équipes et plus sérieusement les 13 équipes qui ont participé à la compétition cette année. Vous le savez, la FFDN, c'est une association de bénévoles. Pour qu'elle fonctionne, il nous faut des bénévoles. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre la FFDN pour faire vivre le débat, faire vivre l'éloquence et surtout permettre à toutes ces belles associations de se rencontrer et d'aller poutrer des équipes parisiennes ensuite. Je t'aime, Hugo. Moi, je représente pas Paris. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu représentes la France. Mesdames et messieurs, le programme de ce soir, vous allez avoir une très belle finale devant vous pendant les 45 prochaines minutes. Suite à quoi, le jury sortira pour délibérer. Suite à quoi, une tribune au hareng composée de paroles plus ou moins libres en fonction de ce qui aura été préparé par certaines et certains sera mise en place pendant 30 minutes, le temps que le jury délibère. Et puis ensuite, nous annoncerons l'équipe de la compétition, à savoir les 4 orateurs et oratrices qui ont le plus marqué
cette 6e édition de la Coupe Illoise de débat. Et puis ensuite, le jury fera des retours, annoncera le grand vainqueur de cette édition 2026 de la Coupe Illoise de débat. Et puis, il me semble qu'on est prêt pour passer une bonne soirée. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Alors, chers amis, profitez bien de cette finale, que la meilleure équipe gagne. Et n'oubliez pas qu'on n'en est pas orateur, on n'en est pas oratrice. On le devient! Bonne finale à toutes et à tous. Pour commencer ce débat, nous appelons la première ministre du gouvernement, Madame Alia Zarzour. Mesdames et messieurs, la France se meurt et nous nous tenons sur les ruines de sa grandeur. Ce qui fut autrefois un symbole d'unité, de confiance, de force, est désormais plus que jamais méfiance, désillusion et division. Dostoïevski disait « La politique, c'est l'amour de sa patrie, et rien de plus. » Mais comment aimer quelqu'un qui refuse de nous connaître? Pire, qui refuse de reconnaître les quelques petits bouts de notre identité? Comment faire confiance à quelqu'un censé incarner la devise française, mais qui n'est pas sujet au premier terme, égalité? Depuis longtemps, nous avons fait la sourde oreille. Mais les Français ne veulent même plus voter. Selon une étude de l'INSEE, le vote systématique en France est passé de presque 50% à environ 30% de 2002 à 2022. Mesdames et messieurs, notre régime est pourtant l'un de ceux où le président a le plus de pouvoir. Et les gens ne se donnent même plus la peine de voter. Qu'est-ce que cela dit de notre République? Un système malade, voilà ce qu'il en est. Et ce sont nos concitoyens qui en paient les frais. C'est pourquoi ce soir, nous supprimons la fonction du président de la République et nous proclamons la 6e République. En effet, notre mesure supprimera la fonction du président de la République, telle qu'elle est définie dans la Constitution, par l'arbitrage qu'il exerce entre les différentes institutions et l'ensemble des devoirs qui lui incombent. Par extension, seraient également supprimés les postes de Premier ministre, de préfet et autres mentionnés dans la susdite Constitution. Cette mesure sera mise en place à la fin du mandat du président actuel, c'est-à-dire à partir du premier semestre de 2027. En lieu et place des habituelles élections présidentielles, se dérouleront donc les élections de présidents de région, pour un mandat de 5 ans, pouvant être cumulé jusqu'à 2 fois. Un président de région est défini comme un organe assurant le pouvoir exécutif dans la région, dans sa globalité, comprenant principalement le pouvoir réglementaire et la police administrative. Secondé par son cabinet qu'il nommera, est chargé de participer au sein du Conseil des 19, ensuite nommé C19. A noter que l'actuelle région des Hauts-de-France sera divisée en deux, la région du Nord et celle du Pas-de-Calais-Picardie, afin de respecter les différences culturelles entre régions. Le C19, lui, est défini par le rassemblement des 19 présidents de régions qui sont chargés ensemble de gérer la cohérence au niveau national, des domaines suivants, notamment l'éducation, la santé, la justice et la sécurité nationale. Les pouvoirs propres tels que décrits dans la constitution de l'ancienne fonction de président leur seront déférés, à l'exception des titres de chef des armées et du pouvoir exceptionnel en temps de crise qui sera, lui, administré ou transféré au chef des états-majors. Je vais prendre votre question. En quoi la suppression du président de la République remédie-t-elle à l'abstention de près de 80% aux élections régionales? C'est exactement le propos du débat, c'est ce qu'on va vous expliquer en plusieurs étapes. Donc, les décisions au sein de ce Conseil seront votées et appliquées à la majorité sur l'ensemble du territoire national et aucune abstention au sein de ce Conseil sera tolérée. La représentation internationale sera assurée par un des membres du C19 qui sera élu pour l'ensemble de son mandat par ses pairs et devront attester d'un niveau C1 en anglais. En outre, les membres du C19 ne bénéficieront d'aucune immunité et nous sommes très fermes là-dessus.
Pour vous convaincre de l'absolue nécessité de notre mesure, notre ministre des localités vous montrera en quoi cette mesure apportera enfin une politique adaptée au territoire français. Ensuite, notre ministre de la Sécurité politique vous expliquera en quoi notre mesure permettra de lutter contre les dérives du pouvoir exécutif. Et enfin, notre secrétaire général reviendra sur les points saillants du débat. Quant à moi, je vais vous expliquer en montrant que cette mesure rendra aux citoyens la démocratie qui leur est due. Le président actuel a été élu avec 18 millions de voix, mesdames et messieurs. Le nombre total de votes exprimés était d'environ 35 millions sur les 68 qui composent le territoire national français. Il est temps d'arrêter. Non, sérieusement, il est temps d'arrêter. Combien de temps va-t-on encore prétendre que le titre de président est encore véritablement légitime ? 78% des Français n'ont pas confiance dans la politique, selon une étude Cevipof datant du mois dernier. Un record. Et le peuple, lui qui hurle au changement, ce soir, nous le lui donnons. Parce que le rôle de président de la République n'est que la relique d'un système obsolète. Un gouvernement a besoin de ses concitoyens. Un pays ne se gouverne pas seulement d'en haut, mais également d'en bas. Cette mesure n'est pas seulement nécessaire, elle est indispensable à notre survie, car le monde sombre et les Français ont peur. Et cette peur pourrait être réconfortée par un gouvernement qui se soucie vraiment. Alors je n'ai pas peur de le dire, nous avons échoué. Éloigné la démocratie des premiers concernés. Rendu difficile de voter pour quelqu'un qui ne nous inspire pas vraiment. Sacraliser l'irresponsabilité et l'impunité. Veuillez conclure. Ce soir, nous ne supprimons pas seulement une fonction, nous réparons une contradiction. Lui qui ne peut écouter ni votre peine, ni votre haine, ni votre rage, trop loin pour voir les images de votre sang et de vos cris, de son peuple qui est englouti. Il est temps de redorer la France, ses habitants et son régime, de rendre la démocratie aux mains de ceux qui l'ont construite. Je vous remercie. Pour lui répondre, la chef de l'opposition, Lilou Gilbert Fita. Les Grecs, jadis, demandèrent à Solon quelle est la meilleure constitution. Il leur répondit, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. Alors comme le disait De Gaulle, prenons le peuple et le siècle tel qu'il est. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers jurés, c'est bien du peuple français dont il s'agit. L'histoire a été d'ailleurs très claire là-dessus. Chaque nouveau régime français ne naît que d'une crise majeure. Et aujourd'hui, la seule crise majeure que nous voyons, c'est bien la crise de la quarantaine que nous fait le gouvernement ce soir. Il a raison. Et à ce titre, j'aimerais faire 2 secondes de silence. La première, pour notre République qui vacille ce soir. Et la deuxième, mais bien, pour la gouvernement et la première ministre qui signe son arrêt de mort ce soir, suite à cette mesure qu'elle nous a proposée. Puisque, mesdames et messieurs, la France va devenir, en fait, 19 France. C'est-à-dire que nous proposons un fédéralisme, madame, dans une France qui n'a aucune histoire institutionnelle avec le fédéralisme. Ça ne fonctionne pas, puisque l'on va laisser le particularisme au détriment du collectif. Nous défendons une souveraineté nationale. La souveraineté nationale, madame, c'est un être collectif, continu, intemporel, plus large que le présent. Puisque laisser un collégial de régions, c'est ici diluer le pouvoir. Mais vous nous parlez d'unité, mais quelle unité dans une fragmentation de notre pays? Et ensuite, madame, vous nous parlez d'abstention, mais laissez-moi vous rappeler que l'élection présidentielle est bien celle qui est la plus mobilisatrice aujourd'hui, avec près de 72% de participation aux dernières élections. Et pourquoi on vote à ces présidentielles? Eh bien parce que quand on vote pour un chef d'État, c'est parce qu'on sait pour qui l'on vote. Avec des conseillers régionaux, nous voterons pour peut-être celui du Grand Est, mais comment accepter un chef qui, lui, 19 chefs d'État qui n'ont été votés que par certaines régions? Moi, étant du Grand Est, je n'accepterai pas celui du
Hauts-de-France. Donc, laissez-moi vous expliquer clairement que ici, nous allons défendre corps et âme cette souveraineté nationale et la démocratie représentative, en commençant par ma députée du Vaucluse, Madame Guillot, qui vous expliquera que le président de la République est le lien entre et avec les citoyens. Ensuite, ma députée du Nord, Madame Odonou, vous montrera que supprimer le président de la République, c'est supprimer le garant de la continuité nationale et trahir notre nation. Ensuite, mon secrétaire général, Monsieur Tarsil, reviendra sur ce débat avec toute la pugnacité qui le caractérise. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vais vous montrer que supprimer le président de la République, c'est enlever la clé de voûte qui rend notre régime démocratique opérationnel. Imaginez une voûte de pierre, avec au-dessus la pièce maîtresse, la clé de voûte. Certes, elle ne fait pas tout, mais si elle n'est pas là, tout s'écroule. Et c'est exactement ce que représente le président de la République dans nos institutions. L'équilibre des pouvoirs, la stabilité de nos institutions et surtout nous permettre un avenir qui avance quand tout va mal. Monsieur, je vais prendre votre question même si elle arrive un peu tard. Dans quelle mesure le président reste une clé de voûte alors que c'est le Premier ministre qui met en œuvre sa politique? Mais c'est bien la définition d'un arbitre, monsieur, que nous défendons ici. Arbitre qui, du coup, permet de stabiliser tout notre pays en étant ce qu'on appelle la clé de voûte, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs. Vous disais donc que quand on supprime une clé de voûte, l'histoire se répète et elle se répète mal. Pensez à la 4ème République où les gouvernements tombaient comme des châteaux de cartes et où la tyrannie du dilemme et des détails bloquaient les assemblées parlementaires. Et c'est exactement ce qui va se passer avec un Conseil des 19 où les conversations et les débats vont prendre des semaines et non des mois. Et c'est une logique très simple. Le Parlement aujourd'hui discute des libères nuances. Le président, lui, décide quand il faut décider, avec des pouvoirs exceptionnels, comme dissoudre l'Assemblée nationale quand il le faut, convoquer le peuple pour un référendum, ou encore prendre des mesures d'exception par ordonnance. Et c'est exactement cette opérationnalité qu'on a besoin en temps de crise. Une crise, la décision, nous en avons besoin rapidement, efficacement, et visible. Prenez Covid-19. Monsieur Macron, nous avons été paniqués lors de la crise du Covid-19 pendant une semaine. Nous ne savions plus ce qui allait se passer. Nous avions besoin d'un leader, de quelqu'un qui nous a regardé droit dans les yeux et qui nous a dit oui, le confinement sera la solution. Et nous avons eu cette décision claire et nette. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ces décideurs clairs, que nous avons une France puissante, dotée d'institutions capables d'agir rapidement. Supprimer le président de la République, c'est donc nuire à l'efficacité française. Et une démocratie qui hésite, c'est une démocratie qui est une cible. Et la France n'est pas vocation à être une proie ce soir. Si le gouvernement aime la faiblesse, que grand bien lui fasse, qu'il s'agenouille. Mais la France ce soir ne s'agenouillera pas. Pour lui répondre, la 2e ministre du gouvernement, Madame Emma Gallard. Le rapace, toujours à la recherche d'une proie. Le politicien, toujours à la recherche du profit aux dépens de nos citoyens. Le rapace, l'opposition. Mesdames et messieurs, ce soir, la leader de l'opposition nous cite De Gaulle. Le peuple est le siècle tel qu'il est pour notre régime. Nous parlons donc d'un régime qui a été établi au siècle dernier, qui, selon cette citation, ne serait donc plus véritablement adapté. Elle nous parle d'une suppression du président qui empêcherait d'avoir un régime opérationnel. Une perte de stabilité des institutions. Mais quelle perte? Nous avons toujours un pouvoir exécutif,
un conseil qui l'applique. La gestion de la situation de crise, madame, nous l'avons dit, ce sera l'état-major qui s'en occupera. Des débats qui durent des semaines, des mois. Oui, c'est vrai, ça change du 49.3. Une vraie discussion, enfin, qui prend en compte nos citoyens. Aujourd'hui, je vais vous montrer que cette mesure apportera une politique adaptée à chaque localité et à leurs besoins. Il est cette beauté dans le monde. Cette beauté, parfois presque insignifiante, mais aujourd'hui fondamentale. Cette beauté plus grande que le soleil. Cette beauté moins dangereuse que la chute d'Icare. Cette beauté, mesdames et messieurs, c'est la différence, la singularité. J'aime ma France. J'aime ma France et ses 101 départements. J'aime ma France et ses plus de 35 000 communes. J'aime ma France métropolitaine et ses outre-mer. J'aime ma France et ses montagnes et ses plages. J'aime ma France et ses campagnes et ses villes. J'aime ma France dans son entièreté, avec tous ses rites, toutes ses fêtes, toutes ses coutumes. Et pourtant aujourd'hui, le gouvernement, le président, souhaite lisser cette France, faire d'un patchwork coloré une simple teinte grisée. Pourquoi devrions-nous perdre la variation, l'adaptation? Je vais prendre votre question. Madame, qui nomme l'état-major si vous supprimez le président? J'ai l'impression qu'il y a du vent dans la salle ce soir. Je suis navrée. L'état-major sera décidé prochainement. Nous en rediscuterons au gouvernement. Pourquoi perdre l'adaptabilité? Lorsqu'en France, nous avons plus de 5 climats différents, lorsqu'il y a plus de bureaucrates à Paris et plus d'agriculteurs dans les Deux-Sèvres, pourquoi appliquer les mêmes mesures pour tout le monde lorsqu'elles ne concernent pas une localisation particulière? C'est pourquoi nous, gouvernement, reconnaissons nos torts et ce soir, souhaitons supprimer la fonction de président de la République pour rendre le pouvoir à ceux qui nous connaissent vraiment, nos régions. Demanderiez-vous à une personne qui ne possède pas de main d'attraper un objet pour vous? Ça semble assez absurde, n'est-ce pas? Il n'en a pas la capacité, il faudrait s'adapter. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas aujourd'hui? Lorsque Monsieur le Président et son gouvernement de l'époque avaient annoncé l'augmentation nationale du taux de la taxe pour le carburant en vue d'une transition écologique, a-t-il pensé à l'agriculteur qui a besoin de sa voiture pour faire 20 km et trouver un médecin? Ou a-t-il pensé au travailleur parisien qui va aller à la Défense en métro ou RER? Nous, au gouvernement, nous aimons la différence. Nous aimons les imperfections, les reliefs granuleux. Nous aimons le carnaval de Dunkerque. Nous aimons la Languedoc. Nous aimons les chants traditionnels bretons. Nous aimons la pétanque et le pastis, évidemment. Il est temps pour le gouvernement et le président de tirer sa révérence de l'Élysée. Aujourd'hui, nous devons être adaptables. Alors embrassons nos différences, la diversité culturelle et apportons à nos localités des politiques adaptées à leurs besoins par ceux qui les connaissent. Il est cette beauté dans le monde, parfois presque insignifiante. Oui, il est cette beauté dans le monde et cette beauté, c'est notre France. Merci. La parole est à la deuxième députée de l'opposition, Madame Fiona Guillot.
citoyens, citoyennes, consentez-vous à élire et à aimer, à critiquer le président de la République? Monsieur le président de la République, consentez-vous à protéger et à défendre les citoyens? Oui? Alors je vous déclare unis par les liens sacrés de la République pour le meilleur et pour le pire. Mais quoi? Qu'entends-je? Le gouvernement s'oppose à cette liaison? Le gouvernement veut diviser la France? Diviser le président de ses citoyens. Le gouvernement aujourd'hui, et ça commence avec la ministre, souhaite une France divisée. Une France où les discussions n'aboutissent jamais. Une France où le débat est bloqué. Pourquoi? Parce que la France représente, comme vous l'avez dit, des intérêts différents. Mais un mandat présidentiel n'est pas incompatible avec une représentation régionale ou départementale. Et c'est justement ce que nous voulons, nous. C'est cette multiplication de toutes les formes de pouvoir. Et si vous aimez la France, comme vous le dites si bien, alors pourquoi ne pas l'aimer dans son entièreté? Pourquoi vouloir absolument la diviser? Je ne comprends pas. Nous pensons que les citoyens élisent un homme ou une femme. Ils votent pour une personne. Et si demain, le gouvernement supprime le président de la République, alors le gouvernement va vider les citoyens de leur essence même. Le gouvernement va enlever aux citoyens son droit de s'exprimer. Il va enlever aux citoyens le devoir de se prononcer. Par cela, le gouvernement souhaite supprimer l'existence politique même des citoyens. Car l'élection présidentielle est l'élection la plus légitime en France, celle qui mobilise le plus, avec 72% de participation aux dernières élections. Et pourquoi on vote? Parce qu'on sait pour qui on vote. On choisit une personne qui a des valeurs, une personne qui nous représente. Et c'est cette élection présidentielle qui crée un rituel, qui vient créer une unité nationale autour de l'élection présidentielle, un comportement social, un lien social. Pensez à Michel qui, avant l'élection, va repasser sa petite chemise, se préparer, s'habiller, être tout beau, se rendre dans le bureau de vote et s'exprimer. Je vais prendre notre question. Si le président est indispensable, comment expliquez-vous l'existence de régimes stables lorsqu'il ne fait que figure? Mais le problème, ce n'est pas si le président est stable ou non, c'est votre mesure qui pose problème. Parce que supprimer le président de la République va détruire la France, va la rendre absolument instable. Et nous le refusons. Nous refusons que des millions d'individus, de Lille à Avignon, soient divisés, qu'ils ne redeviennent que des cas isolés. Non, nous voulons une unité nationale. Et cette unité, elle passe certes par l'élection, mais elle se passe aussi tout au long du mandat. Parce que le mandat, on peut respecter la personnalité du président, comme ça a été le cas avec le président de Gaulle que nous citions tout à l'heure. Mais l'unité nationale existe aussi dans la haine. La haine d'un président qu'on veut décapiter, destituer. C'est en élisant un homme ou une femme unique pour tout le territoire que nous créons des repères politiques à l'international, car la France est représentée par une personnalité, pas par 19. Et aussi un repère national, car nous retenons un nom, une tête, un sauveur ou un fautif. Et en ayant 19 représentants de la France est divisée. Déjà que certains Français ne retiennent pas le nom du Premier ministre, alors comment voulez-vous qu'ils retiennent le nom de 19 présidents de région? Ils vont être complètement perdus, alors que le président a cette vocation de galvaniser le peuple. Le problème, ce n'est donc pas la fonction du président de la République, mais l'usage qui en est fait par certains imposteurs. Sarkozy qui voulait une hyper-présidentialisation, ou Hollande qui voulait être un président normal. Non, la fonction de président de la République est une fonction par essence noble. C'est le général de Gaulle a défendu la France, il a défendu les Français, il a fait de la France un pays fort. Et nous, c'est ce que nous voulons maintenir aujourd'hui. Une France forte. Car nous croyons que le lien entre le président et les Français est un lien réciproque. Le président protège les Français donnent de la légitimité au président. Et vous voulez segmenter la France, Veuillez conclure. vous voulez diluer le pouvoir. Et nous refusons cette dilution, nous, aujourd'hui. Alors, sur cet autel républicain, dites oui
à la cohésion sociale, dites oui à la liaison avec le président de la République et surtout, dites non à la réforme du gouvernement. La parole est au troisième ministre du gouvernement, monsieur Éloi Boussuge. Chère Assemblée, tout cela est bien beau de dire que on a élu un président, mais pour qu'ensuite, après, les Français veulent sa destitution. Que dire, tout simplement, chère Assemblée? Que dire d'autre à l'écoute de ces pitoyables mots que ceux de Cyrano? Si seulement l'opposition avait un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Maintenant, laissez-moi vous faire un petit cours d'histoire. 5. Oui, 5. 5, car 5 référendums ont lieu sous la présidence du général de Gaulle. Qu'en est-il aujourd'hui sous Emmanuel Macron? 0. 0 pointé. A l'inverse, maintenant, le fameux 49.3, certes utilisé par le Premier ministre, mais celui-ci est nommé par le président. Donc cela est tout comme une petite fois, seulement sous de Gaulle. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, on en revient, tout gouvernement confondu, bien sûr, 30 fois. 30 fois. D'accord. Ok, d'accord. Eh bien, le constat est là, chère Assemblée. La présidence de la République est malade. Le président a beau être toujours élu par les Français, celui-ci n'a eu de cesse de moins en moins demander leur avis, de plutôt sombrer dans l'absolutisme, le pouvoir personnel. Désormais de son existence, elle n'en a que le statut et certainement plus de sa stature. Où sont passées nos libertés fondamentales? Où est passé le pouvoir au peuple? Lui, qui il n'y a pas si longtemps, a eu le choix de décider si le général devait partir ou rester. Les Français ont voté, De Gaulle est parti. La seule chose, je vous l'accorde, s'étant renforcée, c'est alors l'ego et l'absolutisme de nos présidents successifs, allant jusqu'à désormais un monarque républicain qui, sous les dorures de la République, n'en a que faire de nos concitoyens et qui au bout d'un moment décide de faire ce qui lui plaît sans la moindre consultation, cela va de soi. On vote un référendum sur une constitution européenne, le non l'emporte, d'accord? Mais quelle importance finalement, notre cher ami Nicolas Président s'impose quand même le traité de Lisbonne. Donc pour une démocratie, là pour le coup, c'est le temps des tempêtes. Pour rester sur notre ami Nicolas d'ailleurs, eh bien, qu'en est-il du journal du prisonnier, me direz-vous? Eh bien c'est simple, c'était pendant la crise sanitaire, enfermé chez soi, plus personne ne sort de chez lui, couvre-feu, pass sanitaire obligatoire, sinon allez au diable. Je vais prendre votre question. Comment comptez-vous endiguer la macrocéphalie parisienne que vous allez créer? Alors déjà, vous avez ouvert un dictionnaire, madame, je vous félicite. Mais seulement, qui de mieux que l'Assemblée pour répondre à votre question? Qui ici, à part cette opposition déconnectée et ce public vendu, peut me dire droit dans les yeux que la fonction de président de la République, voulue et incarnée par le général de Gaulle, existe encore? C'est bien ce que je me disais. Et même, chère Assemblée, l'histoire nous a montré à travers ce cher Louis-Napoléon Bonaparte, président sous la Deuxième République. Ah, c'est ballot, mon mandat se termine. Mais écoutez, j'ai qu'à faire un coup d'état pour restaurer l'Empire. Tocqueville disait qu'il est plus facile d'établir un gouvernement absolu que de le réformer. À chaque crise, chaque période difficile, finalement, l'absolutisme et l'autoritarisme n'est jamais loin. Nombreux sont les pouvoirs en place et partis populistes à être séduits par ce fruit défendu. Il suffit d'observer les mandats de M. Trump, de M. Milei ou de M. Bukele pour comprendre les risques d'un pouvoir trop concentré. On agit vite, certes, mais sans contrepoids réel. Et sans contrepoids, l'efficacité peut rapidement basculer en autoritarisme. C'est ainsi que, sous couvert d'agir vite et fort, un pouvoir trop centralisé peut finir par réduire la souveraineté du peuple, en limitant sa capacité à contester, à débattre et à contrôler ceux qui gouvernent. Soit. Alors, l'heure est venue, finalement, de réellement donner au peuple la parole. Le Conseil des 19 va éviter cela. Que l'on se retrouve enfin
avec une parole citoyenne, et non plus avec un président de plus en plus autoritariste, avec des tensions telles qu'on en vienne à son meurtre, malheureux dirigeant qui, se croyant César, meurt finalement Pompée. La République, c'est moi, disait un certain Jean-Luc Mélenchon. L'État, c'est moi, disait Louis XIV, avant de mettre au fer ce pauvre Fouquet. Eh bien ce soir, je vous dis non. Non, l'État, ce n'est pas eux. Non, plutôt l'État, c'est vous. Et c'est vous. Mais c'est vous également. C'est toi dans le public. Veuillez conclure. L'État, c'est le Conseil des 19, car l'État, c'est nous. C'est le peuple français, enfin pluriel. Voilà ce qu'il faut dire dans cet hémicycle à l'opposition. Cette pauvre opposition à peine sortie de l'œuf, qu'elle veut déjà se faire aussi gros que le bœuf. Mesdames et messieurs, la parole est à la 3e députée de l'opposition, Lise-Marie Odonou. Mesdames et messieurs, montez à bord de ma voiture. Je suis alcoolisée, je vais vous mener droit dans le fossé. Ce gouvernement va accuser le volant. Et pas la conductrice, évidemment, puisque, vu que nos institutions sont en crise, rajoutons encore plus de crise. J'ai vu là un argument d'une incohérence telle, où il donne la légitimité du vote à des assemblées régionales. On le dit, la légitimité est accordée parce que vous êtes l'État et vous donnez votre pouvoir par le vote à une assemblée régionale. Monsieur, je suis député. Je représente le peuple par l'élection. Donc vous légitimez donc ma présence. Aujourd'hui, les régions sont déjà représentées par le Sénat et l'Assemblée nationale représente les circonscriptions. Alors oui, vous nous dites que le problème, c'est que le peuple perd sa souveraineté. La souveraineté du peuple réside dans le vote qu'elle a déjà aujourd'hui, monsieur. Alors oui, le président, comme vous dites, est sans consultation, alors que ses pouvoirs sont contresignés. Votre assemblée, elle, le comité des 19, qui aura tout le pouvoir exécutif, n'a aucun contre-pouvoir. Donc vous accusez votre institution des mêmes problèmes dont que vous accusez le président, qui n'en a même pas, puisqu'il existe déjà les contre-pouvoirs. Merci. Quant à moi, je vais vous montrer que supprimer le président de la République, c'est travestir notre régime politique, c'est trahir notre nation. La France n'est pas un terrain neutre où on change de régime comme on changerait de décor. Comme le disait Aristote, il n'existe pas de meilleur régime en soi. Il n'existe que le régime qui convient le mieux à une société donnée. Et le nôtre, je vous l'apprends peut-être puisque vous êtes au gouvernement, fonctionne parce qu'il nous ressemble. Il est le produit de nos trajectoires, de nos ruptures, de nos refus. Il est l'héritage d'un peuple qui a décapité son roi. Elle a raison. Pour ne plus jamais subir un pouvoir subi. Un pouvoir, puisque on en parlait de référendum, mais leur réforme n'en a pas. Ne consulte même pas le peuple, on ne sait pas s'ils le veulent. Et d'ailleurs, je vais prendre votre question. En quoi stabilité politique rime-t-elle avec pouvoir centralisé? Merci de me demander pourquoi je pense que notre président est fort. Parce qu'aujourd'hui, le régime est stable. La 5e République, vous le savez, n'est toujours pas tombée parce qu'elle n'a pas connu de crise majeure. Pourquoi? Parce que notre président, avec un exécutif fort, sait faire face à toutes les crises. Ainsi, je vous montrais qu'au fil du temps, avec toute l'instabilité politique que la France a connue pendant 200 ans, les guerres, les crises, une figure en est restée une évidence. Le président de la République est le résultat historique. Aujourd'hui, aucune réalité culturelle ne justifierait un changement de régime. Chaque pays a un régime que son histoire a rendu nécessaire. Les États-Unis ont une hyper-présidentialisation et se sont construits en miroir des colons anglais.
L'Allemagne, qui a très peur de l'autoritarisme et du retour du nazisme, adopte un parlementarisme très rationalisé. Et la France a son histoire. Je vous l'apprends peut-être puisque vous l'avez oublié. Rien ne justifie de supprimer le président de la République qui représente notre héritage. Nous sommes un pays qui s'est construit contre la monarchie, dans un État unitaire et pas fédéral, autour d'un exécutif incarné, mais jamais absolu. Et c'est ce fil rouge, ce principe invariant de notre culture. Alors pourquoi, sans raison valable, nous allons travestir notre régime? Pourquoi renier notre héritage et notre histoire, alors qu'on devrait la préserver, madame? Pourquoi substituer notre identité à un bricolage institutionnel assez bancal, sans racines, sans légitimité et sans âme? Parce que supprimer le président de la République, ce n'est pas modifier une institution, c'est rompre avec la continuité de tout un peuple. C'est trahir le peuple d'hier, qui a payé le prix du sang, arraché ses libertés pour nous offrir nos institutions. C'est trahir le peuple d'aujourd'hui, vous et moi, qui a le droit d'avoir une république stable et d'un exécutif capable d'agir. C'est trahir le peuple de demain, nos enfants, qui méritent une république fidèle à ceux qui l'ont construit. Parce que oui, la nation subsiste à tout. C'est le fil invisible entre les Français d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais qu'est-ce qu'un peuple sans mémoire? La foule. Parce que le président de la République n'est pas seulement le chef de l'État. Veuillez conclure. Il est le garant de la continuité nationale. Celui qui incarne la France à l'international. Celui qui assure que, malgré les crises, malgré les divisions, malgré les tempêtes, la France reste la France. Alors ne laissez pas la nation sans visage, sans incarnation et sans voix, ne la laissez pas s'éteindre. Pour conclure le débat du côté du gouvernement, la parole est au secrétaire général du gouvernement, monsieur André-Nicolas Strackmann. Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Or, la France, et ce soir encore, se révolte. Elle se révolte dans nos campagnes, dans nos villes, et même dans cet hémicycle où les cartons et les voix portent plus haut encore que les voix de l'opposition. Et ces voix, notre gouvernement l'ont entendu. Ces voix, elles nous disent que le président ne représente plus vraiment le peuple français. Il fait partie d'une élite. Il est totalement déconnecté des réalités. Ce président n'est pas du tout capable de fournir des mesures de police administrative adaptées à chacun des territoires français. Ce président est également très souvent sujet à des tentatives de corruption. En témoigne encore une fois cette affaire de président en prison qui a écrit un très joli livre. Notre mesure vient donc, comme cela a été dit et rapporté par notre Première ministre, s'assurer de la représentativité de nos représentants dans l'exécutif. Cette mesure, et cela a été l'objet du raisonnement de notre Deuxième ministre, permet une politique adaptée à tous les territoires. Enfin, comme c'est un problème récurrent, cela a été rapporté par notre Troisième ministre, cette mesure va venir garantir la lutte contre la corruption. Cette corruption, vraisemblablement, l'opposition la connaît bien. Elle vit apparemment dans une forme de dystopie. La chef d'opposition nous explique que nous venons enlever la clé de voûte, alors qu'en vérité, nous venons enlever le verrou de la République. Ce verrou qui, encore une fois, les 10 dernières années, a utilisé une trentaine de 49.3. Je n'appelle pas ça une démocratie. Je vais prendre votre question. Quelle est la légitimité d'un exécutif collégial où chaque Français ne vote que pour 1/19 de l'Assemblée?
sa légitimité est tirée du fait que chaque personne de la collégialité est élue dans ces circonscriptions. C'est vrai. On nous explique qu'on ne votera plus pour le chef d'État. Alors qu'en vérité, si, on vote toujours pour les chefs d'État. C'est là tout l'objet de notre mesure. La deuxième députée nous a prétendu que nous venons briser le lien entre et avec les citoyens. Alors que précisément, nous venons le renforcer. Qui est plus proche du citoyen que celui qui a été élu dans une petite circonscription, qui connaît le territoire et qui connaît, j'ai envie de vous le dire, toutes les problématiques que l'on peut rencontrer, par exemple, en Outre-mer, qui sont totalement inconnues, vraisemblablement, des députés hexagonaux. Nous ne venons pas supprimer le vote, nous venons le restituer dans des instances plus crédibles. La troisième députée, Madame Odonou, avance que nous supprimons le président et que cela supprimera la continuité de l'État. Alors que justement, nous venons supprimer le président pour garantir la continuité de l'État. C'est bien joli de citer Aristote, mais Aristote disait également que tout mode de gouvernement doit s'adapter à sa population. Et nous avons effectivement connu des crises majeures. Les gilets jaunes, quand même, c'était pas n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on voit que des présidents sont suspectés et même condamnés pour des tentatives de financement avec Kadhafi, je suis désolé, on est quand même dans des choses qui sont des crises majeures. Et puis, vraisemblablement, il paraîtrait que nous travestissons la société. Alors merci déjà pour cette homophobie. Mais au-delà de ça, l'État n'est-il pas celui qui revêt à chaque fois la tenue que l'on lui demande? Il est là pour ça. L'État est, selon Hobbes, également le cumul de la volonté de sa population. Alors si le Léviathan ne ressemble pas à son peuple, qui le fera? Ils ont quand même prétendu que pendant 200 ans, nous avions une république faisant fi totalement de l'empire, de la restauration et des communes insurrectionnelles. Notre système, précisément parce qu'il est bâtard, est peut-être plus souple qu'un système logique. Et c'est parce qu'il est souple qu'il doit se permettre d'évoluer. Car une société qui ferme les yeux sur les problèmes les plus cruciaux, c'est une société moribonde. Et si l'État se meurt, eh bien, à mort l'État, et vive l'État. Puisque la France, elle est là pour ça. Elle est là pour continuer. Elle est là pour faire fi de ce genre de problématiques qui sont totalement ignorées par le gouvernement. Enfin, s'il faut finir sur quelques phrases, vive la France et vive la République, la 6e République. Pour conclure le débat, la parole est au secrétaire général de l'opposition, monsieur Imidi Tarsil. Alors que l'on pensait la République pérennisée, la France assurée, la nation restaurée, ce gouvernement arrive et enterre d'une main solide et vacillante l'histoire de notre France et de notre République, en essayant de mettre en place un régime qui n'est pas compatible avec notre État. Et je me suis demandé tout au long de ce débat, comment peut-on défendre la suppression du président de la République? Comment? J'ai essayé de répondre à cette question et je dois avouer que j'ai écouté les arguments du gouvernement, mais pour être honnête, je ne vous ai pas compris.
Je vous ai pas compris. D'abord, Madame la Première ministre, vous nous faites ce que vous appelez être une éloge de la démocratie. En réalité, c'est plutôt une diatribe de la démocratie. Je vous l'expliquerai en 3 points. D'abord, notre système est équilibré parce que le président est la clé de voûte des institutions. Madame la leader de l'opposition l'a expliqué. Et les autres chambres parlementaires agissent comme contre-pouvoir. Le président nomme un Premier ministre qui est responsable politiquement devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Premier ministre contresigne les actes du président. Le président est donc responsable par extension devant les chambres. C'est donc des institutions qui sont équilibrées. Ensuite, vous dites que le pouvoir exécutif est un problème, qu'il est trop fort, alors que pourtant, aujourd'hui, le pouvoir exécutif, il est bicéphale, il y a 2 têtes. Avec votre mesure, vous le mettez seulement dans une seule institution, le Conseil des 19. Vous faites en plus à la fois l'exploit de donner tout le pouvoir exécutif à une institution, mais en même temps, elle ne pourra même pas s'en servir parce qu'ils sont 19, donc ils ne pourront même pas agir à cause de leur nombre. Je prends votre question. Dans quelle mesure un régime instauré en temps de guerre en 1958 est-il représentatif de la France actuelle? Bien monsieur, je vais vous expliquer cela. Il est représentatif de la France actuelle tout simplement parce que la France, c'est la nation, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire la France d'aujourd'hui, mais également la France d'hier et la France de demain. C'est donc pas seulement le peuple présent aujourd'hui, mais le peuple qui était hier et qui, par les expériences qu'il a vécues, permet de garantir la sécurité et l'épanouissement des peuples à venir et de nous à présent aujourd'hui. Enfin, le 3e point, vous interdisez l'abstention aux élections. Donc vous faites l'éloge de la démocratie, mais dans le même temps, vous interdisez les citoyens de pouvoir voter selon ce qu'ils veulent ou ne pas voter. Parce que la démocratie, c'est aussi choisir de ne pas choisir. Vous interdisez ce choix, madame. Enfin, la ministre de passe et... Ah, le cadrage n'était pas terminé. Ah, désolé, je ne savais pas que le cadrage n'était pas terminé. On apprend donc la création d'un état-major et nous ne savons même pas comment cet état-major est nommé. Nous ne savons même pas dans quelles conditions est-ce que cela pourrait être appliqué. Est-ce que c'est en temps de crise? Quelle institution va décider de cela? Pour combien de temps? Tout est flou. Le manque de préparation est cruel chez votre gouvernement, madame. Et puis j'aimerais aussi revenir sur la définition de la politique. Vous nous dites que les assemblées, grâce à votre mesure, ça va pouvoir permettre la recherche des intérêts particuliers. Mais la politique, c'est un rapport de force entre les intérêts particuliers. Et ce que le président permet et nos institutions permettent aujourd'hui, c'est justement la recherche de l'intérêt national. C'est-à-dire de l'intérêt qui va concilier de la meilleure des manières possibles tous les intérêts. Parce que nous ne pouvons pas, par définition, satisfaire tous les intérêts particuliers individuellement. Ce n'est pas possible. J'aimerais revenir ensuite sur le 3e député, le 3e ministre, pardon, qui manque, je pense, de préparation dans ce débat. Alors, il part de Cyrano, j'aimerais revenir donc à Baudin, la souveraineté nationale et non pas la souveraineté populaire. Le débat traîne depuis 5 jours dans l'Assemblée, je pensais que vous étiez au courant. Et puis, vous ne savez même pas ce que c'est, donc je vais vous l'expliquer. La macrocéphalisation, c'est le fait que le Paris concentre les fonctions aujourd'hui, parce que c'est la ville-centre, on parle même de ville-monde internationale. Ce qui signifie que si on met en place des régions dans lesquelles chaque président va pouvoir représenter sa région, en réalité, il y aura une forte asymétrie dans le rapport de force entre les régions, parce que Paris a plus de ressources, a plus de population, et sera donc plus influent au sein de votre Assemblée. Vous défendez donc une France à 2 mesures. Puis enfin, le secrétaire général, par pitié, arrêtez de confondre président de la République et Premier ministre. Ce ne sont pas les mêmes institutions, ce n'est pas le président qui fait des 49.3. Ne confondez pas non plus la fonction de président et les personnes qui incarnent cette fonction. Ce n'est pas la même chose. Et à côté de ça, face à ce gouvernement poussiéreux, l'opposition a été sagace ce soir. Sagace parce que sa leader nous a expliqué que supprimer le président, c'était livrer l'État à l'indécision et supprimer de sa tête son action. Parce que le président, c'est un rouage essentiel qui peut garantir le bon fonctionnement institutionnel de la France. La députée du Vaucluse a poursuivi en démontrant que supprimer le président, c'était vider les citoyens de leur essence même. Parce que la citoyenneté, c'est pas simplement l'oisiveté, la citoyenneté, c'est un devoir qui est garanti et qui unit les citoyens par un lien obligatoire. Et enfin, ma députée du Nord a rappelé que la nation façonne nos institutions et justifie la Constitution. Et supprimer le président, c'est donc aliéner notre identité et renier l'histoire de la France. Pour donc, en guise d'ultime parole, pour conclure tous ces débats au sein de l'Assemblée nationale, j'aimerais finir la citation que ma leader de l'opposition a commencée. Aujourd'hui, c'est du peuple français et des peuples de l'Union française dont il est question. Prenez-nous tels que nous sommes, prenez le peuple tel qu'il est.
prends la relève accompagné de notre cher président pour tout d'abord féliciter les deux équipes pour ce débat. On peut les applaudir. Et puis parce que le plus dur commence peut-être maintenant pour le jury, je vais les inviter à se retirer pour aller délibérer. Retour dans 30 minutes. Pour celles et ceux qui le veulent, nous allons désormais ouvrir une tribune au haras. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace où chacun, chacune peut prendre la parole pour dire ce qu'il souhaite. Donner son avis sur le débat, donner un avis sur ce qu'il souhaite, bien sûr dans le respect du cadre de la loi et dans le respect d'autrui. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de venir exprimer un avis, de partager quelque chose, un ressenti, vous êtes libre de le faire, bien sûr dans le respect de tout le monde et le public qui respectera aussi l'orateur ou l'oratrice. Levez-vous si vous voulez participer. Eh bien, Tanguy, allez, pour le bal. Oh, Gaëtan. Allez Gaëtan. Allez, Gaëtan. Alors, bonsoir. J'aimerais déjà féliciter les deux équipes qui nous ont délivré un beau débat. Est-ce qu'on pourrait les applaudir encore une fois ? Et j'aimerais commencer par rendre hommage à monsieur le secrétaire général, car moi, étudiant en école de commerce, ce soir, je me suis travesti en communiste. Donc, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais l'intro des demi-finales la dernière fois, à défaut d'être qualifié en demi-finale. Et maintenant, je me retrouve sans intro, après le débat, à défaut d'avoir été drôle en demi-finale. On n'est pas rancunier. Non, plus sérieusement, j'aimerais juste avoir un petit mot pour des personnes qui permettent aujourd'hui à ce débat, à la vie du débat, de l'éloquence à Lille, de se tenir. Tout d'abord, une personne qui en 2023, donc ça remonte, il y avait des personnes qui étaient déjà au lycée en fait, pendant que nous on était en études sup, avec qui j'ai pris un café pour préparer ce qu'on appelle maintenant le prix Mauroy. Il a été disponible. Bon, ça ne m'a pas empêché de perdre dès le premier tour face à Mathéo qui est juste ici. On peut l'applaudir d'ailleurs. Hein. Et puis, sans rancune, puisque l'année dernière, je l'ai battu en finale de Coupe Lilloise. Un plat de couture. Plat de couture. Traître. Donc voilà, Pierre qui venait en Coupe de France nous consoler quand on perdait un débat, souvent par injustice, parce qu'on a le niveau quand même d'être bon ou alors de sortir avec des honneurs. Mais aussi, plus précisément pour finir, peut-être qu'on l'aime pas à Dunkerque, mais ici à Lille, on l'aime. Et je voulais remercier 3 personnes, donc 2 personnes de plus, des personnes qui m'ont éliminé en quart de finale de la Coupe de Lilloise 2024. Tout d'abord Tanguy, qui avec son magnifique t-shirt, lui se lève parfois à 8h pour animer des formations, débats, d'art oratoire le samedi pour tous les étudiants qui peuplent la FFDN. Merci. Personne, hein, Non, je vous invite à venir, on apprend énormément de choses, que ce soit sur l'argumentation, sur l'éthos, sur la rhétorique, bref, plein de choses. Donc l'année prochaine, n'hésitez pas. Et aussi Romain, qui est capable d'applaudir mes blagues, même si certains science-pistes veulent me censurer. Voilà, sans rancune, encore une fois. Bref, plus précisément, je trouve que la FFDN, c'est quand même une très belle chose qu'ils font. Ils réunissent plein d'équipes. Aujourd'hui, on a eu
que 2 équipes de fac publique, mais on a aussi des écoles de commerce, des écoles sciences politiques, mais de droit, d'ingénieurs. Bref, ça permet de nous rassembler, de nous découvrir, de créer du lien entre les étudiants. Et ça me permet ce soir d'être en rose pour soutenir RVT. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent succéder à Gaëtan? C'est pas toujours facile. Oui, pour Maïssa. Ah. Alors, bonjour. Tout d'abord, je voudrais commencer par féliciter les 2 équipes qui ont brillé comme des étoiles aujourd'hui. Vraiment, ça donne le sourire de les voir parler. Alors, je suis venue juste pour transmettre un petit mot. Parce que quand on pense à l'éloquence et surtout quand on s'entraîne à faire de l'éloquence, on a envie de bien parler pour, entre guillemets, les autres, de bien parler, je dirais pas pour séduire, mais on va dire qu'on essaye de voir à travers le regard des autres, est-ce que nous sommes bons orateurs ou pas. Mais je pense qu'il faut d'abord parler pour soi, aimer quand on parle, et même si on fait des erreurs, même si parfois on ne tient toujours pas droit, même si nos arguments ne sont pas les mieux construits au monde, il faut d'abord parler car on aime ça, car on aime entendre ce qu'on dit, et donc qui que vous soyez, même si parfois vous avez peut-être cette timidité, même s'il n'y a personne qui vous regarde, parlez, pour dire ce que vous voulez. À qui le tour? Allez, Ils ont entre 4,45 et 5,15 sur des canaux de Total speak. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de l'Ukraine. Non, je rigole. Si je voulais prendre la parole ce soir, c'est parce qu'en fait c'est le dernier événement que je fais ici en tant que formateur de la FFDN. Ça fait 3 ans maintenant que je forme des gens dans le Nord. Une première année à Révolte-toi Lille et 2 années au service de la Fédération francophone de débat du Nord. J'ai fait des dizaines de formations, j'ai jugé des dizaines de débats, j'ai fait des dizaines de retours, j'ai fait des centaines de conseils et j'espère sincèrement avoir été utile et avoir réussi à aider les personnes qui ont eu la chance ou le malheur, l'avenir nous le dira, de croiser mon chemin. Voilà. Mais à un moment, je suis très fier. Je suis très fier de ce qu'on a fait, d'avoir formé tant de personnes. Je suis très fier de ce qu'on a fait de la FFDN, de ce qu'on a réussi à construire, parce qu'elle est quand même vachement plus importante, impressionnante que ce qu'elle était avant. Et je suis très fier de vous la léguer. Parce qu'à un moment, je pense qu'il faut arrêter quand on sait que chaque année de plus sera une année de trop. Et je pense que ça aurait été le cas si j'avais continué. Parce que la FFDN, elle a besoin de vous. Elle a besoin d'être faite par les oratrices d'aujourd'hui et non ceux qui furent. Elle a besoin de fraîcheur. Et c'est vous qui allez réussir à moderniser le débat parlementaire fictif. C'est vous qui allez réussir à faire venir toujours plus de personnes, à consolider cet élargissement qui parfois a pu cette année être fragile. C'est vous qui faites le débat aujourd'hui, c'est vous qui débattez. Et c'est vous qui réussirez à faire de la FFDN quelque chose de plus fort, de plus grand et de plus beau. Et comme dirait le vieux, j'ai envie de vous dire, faites mieux. Et contrairement aux vieux, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera le cas. Bravo à vous. On a applaudi la marraine de la FFDN. Bonsoir à tous. Merci déjà d'être là si nombreux pour cette finale. Merci aux 2 équipes qui nous ont offert un très beau débat. Et puis merci tout court pour le bonheur, la fierté et la joie que vous m'offrez tous. Parce que j'ai commencé cette aventure il y a 4 ans maintenant. Et je peux vous dire que les rendez-vous que j'ai régulièrement avec vous font partie des plus beaux que j'ai dans l'année.
Et aujourd'hui, je suis devant vous avec une fierté, mais véritablement démesurée, à l'idée que 2 équipes lilloises vont s'affronter en finale nationale. Alors ça, si vous voulez, on en a tous rêvé. On n'osait même pas le dire, parce qu'on avait peur que ça nous donne la poisse. Et bien finalement, ils ont réussi. Et je peux vous dire qu'ils ont réussi d'une belle manière, parce que franchement, les équipes parisiennes, elles n'étaient pas vraiment très belles à voir. Alors vraiment, 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 merci pour tout ce que vous m'offrez, merci pour tout ce que vous donnez, merci pour l'espoir surtout que vous me donnez dans la génération qui est la vôtre, parce que sachez bien une chose, c'est que dans cette drôle de société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est vous, votre génération à vous, qui allez nous sauver. Et je crois profondément en vous. Merci de me permettre d'y croire. Et je vous souhaite une très très belle soirée qui, j'en suis certaine, sera tout à fait réussie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce débat. C'était impressionnant, vibrant. Ce soir, je viens devant vous pas pour vous parler du débat, mais pour vous parler de l'après. On pense aujourd'hui que la finale de la Coupe lilloise, c'est la fin de l'année avec la FFDN. Eh bien moi, je suis venue vous dire que c'était pas le cas. Avec le pôle formation scolaire des collèges, nous organisons cette année le premier concours d'éloquence intercollège. Mais attention, ce serait trop modeste de juste parler du concours intercollège. Son nom est-elle le cercle des orateurs. Orateurs d'aujourd'hui, citoyens de demain, brandissez vos voix, brandissez votre courage. Ce soir, ils sont quelques-uns, quelques collégiens venus nous voir, peut-être avec admiration, un premier regard sur ce qui les attend plus tard peut-être, de futurs orateurs qui prendront la voix ici comme nous le faisons. Nous sommes fiers de ce projet. Nous pouvons être fiers de cette collaboration qui unit toujours nos associations. Hermès, le bec et la plume, la classe de la FFDN et bien d'autres peut-être. Alors si cela vous intéresse, si cela suscite votre curiosité, rendez-vous le 19 ou 20 mai dans un amphi avec des élèves et un jury d'exception. Et surtout des collégiens extraordinaires qui peut-être pour certains d'entre eux prendront la parole devant un public pour la première fois. Alors venez les soutenir, venez nombreux et vive la FFDN! Vous m'avez déjà pas mal entendu ce soir. Je vais essayer de pas faire trop long. Je voulais juste remercier le super public qu'on a ce soir, nos amis, nos copains de fac, la famille, juste tout le monde. Merci d'être venus. Merci d'être venus soutenir RVT aussi de votre côté. La petite anecdote, le tout premier débat qu'on a fait, Éloi, Alia et moi, c'était contre RVT, un débat amical. On connaissait pas les règles, on avait 1 heure pour se préparer, c'était une catastrophe. C'était clairement une catastrophe. Et j'avoue que quand on a vu que la finale c'était contre eux, on a fait mais c'est pas un peu un coup du destin ça quand même? Genre la finale contre ceux qui nous ont fait commencer, c'est beau. Voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir été là contre nous, c'était un super débat, on vous adore. Pour vous dire qu'effectivement, l'année au niveau des débats se termine peut-être prochainement,
Félicitations au bec et la plume à RVT pour la finale de Coupe de France, on sera là. Et au bruit des mots, nous, ce qu'on aime plus que le débat, c'est l'éloquence. Ça a toujours été notre petit chouchou. C'est pourquoi, depuis l'année dernière, on organise un concours d'éloquence qui, au début, était un peu une grosse blague quand même, mais qui, au final, a un vrai cœur et est vraiment important. C'est le prix des mots. C'est un concours où on a tous l'opportunité de s'exprimer sur des sujets qui nous correspondent vraiment, qui sont faits pour nous, pour des besoins d'expression. Et ce concours, cette année, on a décidé de l'organiser en même temps qu'une petite soirée pour clôturer l'année, tous ensemble, à laquelle on voudrait vous inviter. Donc voilà, on n'a pas encore exactement la date, ce sera sûrement vers tout début juin. En termes de lieu, ce sera probablement à Cité Scientifique. Et voilà, on vous attend nombreux et merci pour tout. J'ai déjà beaucoup parlé, mais c'était pour faire la même chose, c'était pour vraiment remercier le public, vous aussi. Vraiment, on a fait un super débat, je me suis grave amusée en vrai sur une finale, je pensais que j'allais être encore plus stressée. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de faire du coup ce dernier débat de Coupe Lilloise. Et je voulais dire à tous les gens qui viennent soutenir les associations que vous pouvez tous faire de l'éloquence. Et vraiment, mettez-vous dans les assos parce que c'est trop cool. Et à RVT, on est déjà beaucoup, mais il y en a beaucoup là-bas qui pourraient aussi débattre. Donc vraiment, c'est vraiment pour vous dire, lancez-vous tous, essayez au moins pour voir ce que c'est, si ça vous convient, si ça vous convient pas. Et je souhaite vraiment à tous l'éloquence, FFDN, mais surtout RVT en vrai, parce que le cœur est violet. Je vais profiter d'avoir le pupitre de libre quelques minutes pour toucher et dire quelques mots ce soir. Je ne vais pas refaire le discours de Tanguy puisque avec Tanguy, moi aussi c'est ma dernière année ce soir en tant que formateur, ça fait 3 ans qu'on se suit, c'était une belle aventure. Donc il y a clairement une page qui se tourne à la FFDN, les vieux cons s'en vont, vous avez la place de libre. On n'a pas trop expliqué en fait ce qu'était la FFDN et peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais pour faire simple, on est une fédération qui organise des concours, des débats, et en fait on essaie de faire vivre et de mettre en lien les différentes associations qu'il y a à Lille. Quand on est arrivé, nous, à la FFDN, il y a 2 ans, il n'y avait pas grand-chose de structuré. Et par exemple, on voulait créer un pôle formation. Il y a eu des limites, c'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi de belles avancées et de beaux progrès, notamment pour une coupe lilloise de qualité. Que ce soit à la formation, à l'événementiel, à la communication, à la présidence, au secrétariat général, à plein de postes, il y aura des postes de libre. Et on a besoin que des gens comme vous prennent le temps, viennent s'engager pour défendre cette fédération et mettre en lien ces associations et permettre à celles et à ceux qui n'osent pas de prendre la parole de le faire. C'est parfois un poste qui est ingrat à la FFDN parce qu'on n'a pas forcément toutes les rétributions de l'engagement qu'on a dans une association étudiante. Les deux peuvent se combiner, mais vraiment je vous engage à venir essayer la FFDN, à essayer de trouver un poste qui vous convient. Comme je vous l'ai dit, quand on est arrivé, on a créé la formation. Notre objectif, c'est de créer des formations gratuites et ouvertes à tous, parce que nous, c'est ce qui nous tenait à cœur. La première année, c'était un échec. Cette année, c'est mieux. C'est pas parfait, loin de là. On a fait nos premières formations gratuites, ouvertes à tous. Il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, mais je crois que la vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là étaient heureuses. Et donc, si vous voulez venir animer ces formations-là, si vous voulez venir avec Clémence, qui est là, animer des formations dans les collèges, parce que le public étudiant vous plaît davantage, collégiens, lycéens, venez. En tout cas, on a besoin de gens, et c'est par vous, et c'est pour vous que vivra la FFDN. Vous lui donnerez l'image qu'elle voudra, l'image que vous voudrez lui donner, mais en tout cas, elle a besoin de vous, et je crois qu'elle est primordiale à Lille, et la qualification des 2 équipes lilloises en finale de Coupe de France en sont la preuve. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir, et s'il vous plaît, engagez-vous, parce que l'engagement étudiant, c'est peut-être la plus belle chose qu'il y a à faire à cette période de la vie. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Impressionnant d'être devant ce public, alors bravo à vous. Vous avez su tenir pendant 5 minutes, debout, j'en perds mon latin, debout, à parler et discourir. Mais là, mon intervention, alors vous l'avez compris, dans la FFDN, c'est mort.
Voilà, on part tous. Alors moi, ma première année, peut-être la dernière, on verra. Le président, le secrétaire général et j'en passe, beaucoup vont nous quitter. Alors, on meurt pas quand même. Ah, ça on sait pas. On verra ce soir. La mort se cache derrière chaque bus. C'est vrai. Ou voiture, ça dépend qui. Non, plus sérieusement, bon, vous l'aurez remarqué, on n'est pas beaucoup à organiser ce genre d'événement. On n'est jamais trop. Je vais pas relancer une campagne de recrutement, vous l'aurez saisi. Je vais notamment féliciter les collégiens, les 3-4 collégiens qui ont pu venir ce soir. Et être honnête avec vous, cette année, ça a été ma première année en tant que formateur de collégiens. Et j'espère pouvoir continuer jusqu'à la fin de l'année. Et surtout, merci à tous d'être venus. Bonne soirée à tous et à très vite. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi on est tous là, en fait on est les nouveaux de l'année 2025-2026 chez RVT. Donc on a tous été, Fiona aussi, Divine aussi, il y en a qui ne sont pas descendus, c'est ok. Donc on est tous les nouveaux qui ont été recrutés cette année et on voulait vraiment juste remercier tous les membres du bureau, tous les membres d'RVT qui étaient là, qui nous ont motivés, qui nous ont entraînés, qui nous ont juste donné de la confiance et de la légitimité dans notre prise de parole. Et on veut vous dire à tous les anciens qui nous demandent de faire mieux, qu'on va faire mieux et on est là pour ça. Et ayez confiance. Pour continuer dans les remerciements, je souhaite remercier tout d'abord nos meilleures coprésidentes, Naïma Gisèle et Lily Chupita. Notre merveilleux Paul Format. Lily Tarsil, Élise. Lise Marie. Et une spéciale dédicace au pôle Com et au pôle Event de Révolte 3. Merci de m'avoir appris à prendre la parole en public. Franchement, je tremblote. Mais c'est pas grave, je suis là. Et franchement, merci beaucoup RVT. Vous êtes... Et pour RVT, pip pip! Et pour RVT, pip pip! Et pour RVT, pip pip! Clémence, tu veux parler? Allez, vas-y. J'ai plus trop de temps, mais je voulais juste parler du coup pour revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir de vous voir nombreuses et nombreux. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre asso et tout, ça fait vraiment plaisir. Ça fait aussi plaisir en tant que coprésidente de voir que tous ces membres, que ce soit les nouveaux, les anciens qu'on a recueillis, se sentent bien et à l'aise au sein de l'association. C'était un plaisir d'être avec vous depuis l'année dernière et surtout aux côtés de Lilou Gisbert Fita. Et là, je voulais juste vous dire, en fait, pour ceux qui osent pas parler, vraiment, faites-le parler. Osez parler pour vous, vous libérer, vous affirmer, grandir, vous ouvrir. Osez aussi parler pour les autres, pour celles et ceux qui n'ont pas de voix aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui n'ont plus de voix aussi. Et surtout dans ce contexte-là, c'est vraiment primordial et important. N'ayez pas peur, vraiment, allez-y, faites-le, peu importe votre origine sociale, votre religion, votre genre, vraiment peu importe les facteurs qui font votre niveau d'éloquence ou pas, osez juste parler. Et parce que si vous parlez pas, juste personne ne le fera pour vous. Elle a raison. Donc voilà. Vous l'avez compris, c'est bientôt la fin de l'année pour cette très belle équipe de la FFDN. Il y aura bien sûr du coup le concours dont a parlé Clémence. Et au passage, on peut applaudir très fort
le collège d'Élève et Delphino 4 qui sont là ce soir. Mais avant de partir, alors il y a plusieurs personnes qui vont partir, dont, effectivement, ça a été dit, le trio de vieux cons que nous représentons tous les trois. Les Total Speak. Et c'est peut-être pas plus mal qu'on parte parce qu'effectivement ça commence à faire un certain moment qu'on est là. 2 ans pour eux deux à la FFDN, moi ça fait 4 ans, ça y est, je vais tirer ma révérence. Puis aussi parce que malgré tout on est quand même 3 mâles blancs, donc il y a un moment, voilà. Je pense qu'un peu de parité ne fera pas de mal. Mais avant qu'on parte, il reste quand même une dernière étape pour bien conclure l'année. Et cette dernière étape, c'est le débat d'exhibition qui aura lieu dans 1 ou 2 semaines, on ne sait pas encore. Ce débat d'exhibition se tiendra entre une équipe composée du bureau de la FFDN et donc cette équipe-là sera composée, alors globalement, Romain Lalanne en Premier ministre, Axel qui est assesseur ce soir et moi en ministre, et Tanguy Chisson en secrétaire général. Oui, bah oui, applaudissez-nous, merde! Voilà. Et face à cette équipe débattra, une équipe composée des 4 meilleurs orateurs et oratrices de la compétition. Nous avons sélectionné pour vous 16 personnes, 4 par poste, qui avaient le plus marqué cette compétition. Nous vous avons demandé ensuite de voter pour les candidats. Et maintenant, nous allons vous annoncer les résultats des 4 meilleurs orateurs et oratrices. Et vous aurez le droit... Et vous allez avoir le droit à une très belle médaille si vous êtes élu. 2,83 € l'unité, je tiens à le préciser. Alors, Romain, je t'en prie. Non mais, ah oui. On va vous appeler, si vous êtes là, vous descendez. Voilà. Enfin, si vous êtes élu. Pour rappel, pour le poste de Premier ministre de leader de l'opposition, était nommé Clément Lecourt du Bec et la Plume. On va faire un peu. Lilou Gibert Kita de Révolte-toi Lille. Thomas Martin de Pourparler Schema. Et Kaira Abdi de FLD Bas. Avec 229 voix, soit 42% des suffrages exprimés, est élu Lilou Gibert. Était nommé au poste de ministre. Emma Gallard du Bruit des mots. Fiona Guillot de Révolte-toi Lille. Gaëtan Fievé de Révolte... Non, pardon, la Tribune Yesseg. Ginny-Line Janton du Bec et la Plume. Lise-Marie Odonou de Révolte-toi Lille. Richard Sauvage de la Voix des Mines. Romaïssa Mokadem du Serment d'Espol. Et Victor Delair de Central Talks. Il y aura 2 gagnants-gagnantes. La première lauréate, avec 187 voix, soit 18% des suffrages exprimés, est élue pour le Bec et la Plume, Ginny-Line Janton. Le ou la deuxième lauréate de ce soir, avec 177% des voix, soit 17% des suffrages exprimés. Oui, je le dis.
Elle a débattu ce soir et c'est Emma Gala. Est nominé pour m'affronter en tant que secrétaire général André Nicolas Strackman du Bruit des mots. Maxence Parent de la Voix des Mines. Au fond, là, ces trois camarades de promo, vous pourriez applaudir plus que ça quand même. Paul Dumont du Bec et la Plume. Et Romain Richard de Pourparler Schema. Avec 189 voix, soit tout de même 35% des suffrages exprimés, est élu Romain Richard de Pourparler Schema. Eh ben, il n'est pas là. Il n'est pas là pour apprendre la nouvelle. Je tiens à dire quand même, pour mettre un petit peu de tension et d'enjeu, je rappelle que l'année dernière, l'équipe de la compétition avait lamentablement perdu contre l'équipe de la FFDN. Donc, tâchez cette fois d'être un peu meilleur quand même. Prépare-toi, mon grand. Ouais, je me prépare. Voilà. Faites mieux, comme je disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles du jury? Bon, puisqu'on vous tient en haleine depuis tout à l'heure, on vous laisse quand même 5-10 minutes pour souffler si vous voulez. Au revoir. Enfin.